Salut, moi c'est Kalsifong, j'ai 27 ans, je suis réalisatrice de films d'animation, je suis non-binaire. J'ai réalisé en 2018 un court-métrage sur l'impact du manque de communication intrafamiliale pour une jeune personne trans. Et maintenant je suis sur une série d'animation qui s'appelle Pour exister, qui dépeint le portrait croisé de personnes trans et non-binaires racisées. Alors la non-binarité, c'est vraiment un terme parapluie, donc ça regroupe plusieurs genres, que ce soit des personnes neutres, des personnes gender fluides, des personnes mavériques qui se définissent vraiment genre en dehors de toute notion de genre. Enfin voilà, il y a une pluralité de genres qui existent et j'invite les personnes qui se posent des questions dessus à pouvoir se renseigner sur internet, sur vraiment il y a de plus en plus de ressources dessus pour vraiment pouvoir découvrir un peu, quel, genre peut nous correspondre, quand on se pose des questions et qu'on a l'impression d'être, ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. On a souvent tendance à confondre, je pense, quand on parle de non-binarité, vraiment l'expression de genre et l'identité de genre, qui sont vraiment deux choses très distinctes. Et on l'a déjà vu dans des documentaires qui ont été faits récemment, justement, où vraiment on associe des personnes cis parfois qui se maquillent, qui portent des vêtements androgynes, enfin voilà, avec une expression de genre qui peut être androgyne à la non-binarité, alors que bah, ça a absolument rien à voir. Des personnes non-binaires peuvent avoir des expressions de genre qui sont totalement perçues comme masculines ou totalement féminines, et en fait, faut vraiment se dire que la non-binarité, c'est vraiment ce qui nous définit de l'intérieur, quoi. C'est pas défini par nos apparats, par notre expression. Par rapport au fait de s'afficher non-binaire, c'est vrai que c'est très compliqué actuellement parce que, en France, particulièrement, on n'a aucune, reconnaissance de la non-binarité sur le plan institutionnel, universitaire, sur le plan médical. Donc en fait, quand on se déclare non-binaire auprès de proches, mais auprès de professeurs, auprès de personnel médical, aux institutions qu'on peut rencontrer dans la vie, ça s'accompagne souvent de pédagogie, donc du coup de justification de qui on est. Ça nous déshumanise en quelque sorte parce qu'on est dans ce cas-là tout de suite vu comme un objet de débat qui est capable d'être questionné, parce qu'on va dire qu'est-ce que c'est ces pronoms, ces néopronoms, IEL, qu'est-ce que c'est ça d'exister en dehors de la non-binarité, de la binarité, etc. Ça peut vite vraiment tomber dans les débats en fait dès qu'on se présente. Je sais que quand on sait pas identifier mon genre et que je vais par exemple à la boulangerie ou en pharmacie ou quoi que ce soit, en fait ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on refuse de me servir parce qu'en fait on savait pas dire genre s'il fallait m'appeler monsieur ou madame, et donc dans ce cas-là c'était plus simple genre bah carrément d'ignorer ma présence et de passer à la personne suivante plutôt que de demander directement ou voire d'essayer de ne pas genrer en fait, d'arrêter de forcément automatiquement dire monsieur ou madame, enfin voilà, c'est à votre tour. On nous dénigre de notre existence et puis enfin voilà, on va se faire foutre quoi. Je pense que ça pourrait vraiment bénéficier à tout le monde et aussi aux personnes trans qui ne sont pas non-binaires, etc., qu'on puisse plus reconnaître le fait que, enfin la diversité des genres, la diversité des expressions de genre, vraiment, enfin ça s'accompagne après de la déconstruction de tous les stéréotypes de genre, etc. L'argument qu'on met souvent en avant par rapport à la non-binarité pour la décrier, c'est que c'est quelque chose de nouveau, de tendance. Moi, je comprends pas forcément pourquoi, déjà, enfin, cet argument serait valable parce que, genre, la nouveauté, en général, on la kiffe quand c'est des avancées scientifiques, des choses comme ça, voilà, des recherches spatiales, tout ça, tout ça. Par contre, là, tout d'un coup, si ça a trait au genre, là, on est en mode, on a peur de quelque chose qui va venir un peu bouleverser les préconçus de la société auquel on a l'habitude. Mais vraiment, le truc en plus à déconstruire par rapport à cette idée, c'est que bah, ça, c'est pas nouveau du tout, en fait. C'est important de comprendre qu'à travers l'histoire, ça a toujours existé, que avant la colonisation par les Blancs à travers le monde, il y avait en fait ces concepts et ces idées de non-binarité qui n'étaient pas décrites comme telles, mais qui existaient en fait et qui étaient même célébrées. En fait, les personnes, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Afrique aussi, en fait, qui avaient ces notions de personnes non-binaires et qu'on ne disait pas non-binaires. Il y avait même plusieurs genres en fait qui étaient célébrés au sein de la société, et c'était des personnes
pouvaient être chefs, qui pouvaient avoir vraiment des positions de leader au sein de ces sociétés. Et même de leader spirituel, en fait, c'était souvent associé à ça. J'ai des exemples aussi même au Vietnam, puisque je suis d'origine vietnamienne, et que en fait, pour célébrer certaines divinités, c'est des personnes qui justement avaient une apparence androgyne et avaient des vêtements qui défiaient un peu ces normes de genre totalement masculines ou féminines, et qui étaient célébrés pour justement faire cette passerelle entre certaines divinités et la population qui voulait célébrer ces divinités. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à réhabiliter, en fait, cette histoire-là qui a été pas mal effacée, qui vient avec vraiment cette idée que les colons, quand ils sont arrivés dans des pays, des nouvelles terres à conquérir, etc., ils sont venus avec tous leurs préconçus, toutes leurs idées qu'ils pensaient universelles. Et donc du coup, ça venait avec vraiment cette idée d'instaurer une religion unique, la chrétienté et tout, partout dans tous les peuples, etc. Mais aussi cette idée du fait qu'il n'y a que deux genres. Et donc du coup, en fait, on a essayé de vraiment forcer ces populations à se soumettre en fait à ces codes-là. Et parce que du coup, c'était soi-disant plus civilisé. Sinon, c'était complètement décrié comme sauvage. Et ça s'est accompagné de beaucoup de violence de toute façon, puisque même aujourd'hui, du coup, il y a eu beaucoup de ces rôles-là qui ont essayé d'être supprimés, en tout cas par ça. Et en fait, il y en a encore quelques-uns qui les célèbrent, mais c'est beaucoup plus marginal, en tout cas, puisque voilà, l'impact de la colonisation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé de découvrir que, en fait, cette histoire des genres, de la pluralité des genres, n'était pas vraiment une invention de la part des personnes blanches en Occident, toute nouvelle, qui date des années 2000, vraiment avec l'arrivée de Tumblr, etc. Ça m'a fait du bien de découvrir des artistes comme Alok Van Menon qui en parlaient, en fait, ouvertement, justement, de ces liens entre sa non-binarité, entre l'histoire de la colonisation et justement la réappropriation de ces codes-là par l'histoire de nos ancêtres quand on est racisé. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup voir des personnes blanches parler de ces histoires-là pour se donner une légitimité par rapport à leur non-binarité. Et effectivement, je pense que les personnes blanches doivent quand même pouvoir avoir du recul sur l'impact de la blanchité à l'heure actuelle et comment elle leur bénéficie encore aujourd'hui. Et que du coup on peut pas juste se dire, par exemple j'ai déjà vu des personnes blanches se dire tout spirit, enfin voilà, ce genre d'identité qui en fait ne leur appartient pas du tout et qui est vraiment respectée. J'ai déjà vu aussi des personnes non binaires sur des groupes ou sur internet associer leur genre à une divinité asiatique parce que voilà, ça leur semblait beau, androgyne, etc. Et effectivement, il faut faire un petit step back par rapport à ça parce que c'est hyper irrespectueux. Ça peut entrer dans tout ce qu'on appelle par rapport à l'appropriation culturelle, etc. Enfin, c'est comme au même titre que des personnes trans qui sont blanches et qui prennent des noms de personnes racisées quand elles ne subissent pas le racisme qui est lié à ça depuis qu'en général on est gosse et que du coup ça nous marginalise, et que des personnes blanches vont se dire ah c'est plutôt cool et voilà, et pas se rendre compte de l'impact que ça peut avoir pour nous et juste prendre le côté tout bénef. Je sais que ma racisation a beaucoup influé sur mon genre parce que j'ai en quelque sorte été presque toujours dépossédé en fait de mon genre, même avant que je me définisse comme une personne non binaire. J'ai déjà un peu toujours fait bugger les personnes cis qui m'abordaient dans la rue ou quoi que ce soit, parce que justement par rapport à ce côté moins définissable de mon genre par rapport au fait que je sois asiatique, qui s'accompagne en fait souvent d'une forme de féminisation un peu automatique pour les personnes asiatiques en tout cas, d'androgynie, parce qu'on ne correspond pas aux standards de beauté blancs. Et je sais que ça peut aussi se mettre en contexte avec la colonisation justement, où à l'époque de la colonisation, les hommes asiatiques étaient perçus comme des femmes et étaient violés au même titre que des femmes quand les colons avaient pas de femmes asiatiques à se mettre sous la main. C'était en mode les hommes c'est la même chose. Et je pense que ça a beaucoup perduré à travers l'histoire, parce que même avec des autrices comme Marguerite Duras qui ont vraiment dépeint à travers ses livres en fait sa vision des hommes asiatiques comme frêles, chétifs, vraiment dénués de toute forme de virilité, etc. Enfin vraiment assimilables à un peu des poupées fragiles, etc. Qui lui donnaient une forme de supériorité en tant que femme blanche par rapport aux personnes asiatiques.
Et ça, en fait, ça a beaucoup perduré à travers l'histoire et c'est aussi pour ça que, de nos jours, on a encore énormément de clichés par rapport aux personnes asiatiques, qui perdurent parce que ça fait vraiment voilà, des siècles d'histoire où les personnes blanches ont imposé, en fait, leur vision, les codes de genre binaire et cetera sur les personnes racisées. Ouais, moi, la construction de mon genre, elle s'est toujours faite, en lien avec ma racisation. Je pense que c'est très important de prendre en compte, les personnes non binaires justement quand on parle de violences transmisogynes, et de transféminisme en général. Je sais que du coup à travers l'histoire, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui se définissaient pas forcément comme, tout à fait homme ou tout à fait femme, qui étaient transféminines et qui justement se sont retrouvées confrontées à ces violences-là. Des personnes comme, Sylvia Rivera refusaient en fait le terme de femme trans pour parler d'elle et s'est définie un peu toute sa vie, voilà, avec différents termes. Et ce qu'on pourrait aujourd'hui trouver de fluide ou enfin voilà, proche de la non-binarité sans avoir ces termes-là. J'ai l'impression qu'on lui a justement plus assigné une binarité parce que justement on ne connaissait que ça, et enfin de façon globale, et qu'elle a lutté pour les droits des personnes trans, des femmes trans, mais elle refusait ce terme. Elle a commencé un parcours hormonal au début de son activisme et tout, et elle a arrêté très vite. Elle a vraiment fluctué en fait dans son parcours, dans sa façon de se définir. Et je pense que quand on veut aussi parler un peu de lutte politique par rapport à la non-binarité, on devrait aussi pouvoir avoir une lecture un peu actuelle justement des personnalités qui ont traversé l'histoire, et pas que du coup des peuples qui ont été colonisés et qui ont toujours enfin, célébré des formes de non-binarité sans qu'on la définisse telle comme ça. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse se dire au XXe siècle, il y a aussi eu des personnalités qui se rapprochaient de la non-binarité et qu'on a un peu dépossédé de justement cette nomination-là. Même des personnes comme Prince aussi, qui étaient ben voilà, des célébrités, etc., qui se définissaient ouvertement justement comme ni homme ni femme, et qu'en fait on a juste dit genre bah non, c'est un chanteur, c'est un mec cis avec option, il fait des statements en fait, voilà, pour faire son intéressant en gros. Enfin limite c'est un peu comme ça que les médias s'en sont emparés et l'ont un peu défini, c'est que vraiment quand des personnes à travers l'histoire ont vraiment ouvertement au final déclaré ne pas se reconnaître en tant qu'homme ou en tant que femme purement, en fait on les a très vite rangés dans des cases parce que ça rassurait aussi en fait entre guillemets, ou c'était plus commode avec leur activisme ou leur façon d'être au quotidien ou enfin voilà. Je pense que c'est important que la non-binarité soit plus reconnue au sein des différentes institutions auxquelles on est obligé de passer en fait. Ne serait-ce que pour des personnes non-binaires qui veulent entamer leur transition. Je pense que du coup c'est très important que le milieu médical soit beaucoup plus informé sur la pluralité des identités transgenres. Parce que même après quand on veut entamer, quand on est une personne non-binaire transféminine par exemple, des opérations comme une FFS, donc une féminisation faciale, et qu'on ne prend pas d'hormones, ça peut être délicat de dire qu'on est non-binaire et qu'on est quand même sûr de nous. Et voilà, certaines personnes trans en général ne veulent pas forcément d'hormones, ne veulent pas forcément de FFS, ne veulent pas forcément de réassignation sexuelle, etc. Et ça peut être vraiment délicat de se pointer chez le médecin et de dire je suis non-binaire si ça doit s'accompagner de ok, vous connaissez pas la non-binarité, donc bah, je vais devoir vous apprendre ce que c'est, et bah, j'espère que du coup la personne comprendra pour pouvoir me donner en fait les papiers qu'il faut pour ma transition. Enfin, ça, je pense que c'est un réel impact matériel de ce que la non-reconnaissance de la non-binarité peut avoir, parce que bah, en fait qu'on puisse nous refuser des papiers qui sont importants pour notre transition, etc. Ça peut bah, voilà, nous empêcher de transitionner comme on l'entend, et ça peut plonger de nombreuses personnes dans la dépression, etc., ou des tentatives de suicide. Moi, je sais que qu'en m'exprimant justement vestimentairement, etc., même dans mon passing corporel et tout, en ne faisant pas un parcours de transition unique qui m'amènerait à une forme de binarité et de passing vraiment binaire, je sais que je m'exposerai un peu toujours à des violences en fait, et le truc c'est que j'ai pas envie de ce qui arrive à beaucoup de personnes trans, et c'est tout à fait genre légitime, puisque enfin voilà, on n'a pas envie de s'exposer à des violences, et on aimerait bien pouvoir vivre notre vie normalement, pas forcément militer, pas forcément être activiste pour le simple fait d'exister.
Mais du coup, là où c'est important de pouvoir aussi reconnaître la pluralité de nos expressions de genre, de nos genres, et cetera, c'est que, bah, voilà, moi, en apparaissant de façon androgyne et en voulant apparaître de façon androgyne, je sais que je m'exposerai un peu toute ma vie à voilà, des violences, des remarques, des agressions, et cetera. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de vouloir passer de façon plus binaire, dans un sens ou dans un autre, pour pouvoir m'adapter au code que la société impose en France. Et voilà, enfin, c'est juste que j'aimerais bien qu'en fait ce soit la société qui s'adapte et que ce soit beaucoup plus reconnu de façon globale et que voilà, ça s'accompagne évidemment du fait de déconstruire vraiment tous les principes du patriarcat, enfin voilà, et du coup d'inclure en fait vraiment les personnes non binaires, les personnes racisées dans les notions de féminisme au niveau politique.